que vous n'avez pas le temps de vous dire, tiens, est-ce que je vais pas prendre un demi-tick ou un tick? Ça arrive très rapidement. Quand vous dites entre 10 ticks, pardon, entre 10 points et 5 points, là oui, le temps rentre en considération. Regardons la contrainte de perte. La contrainte de perte, comme j'ai expliqué ici, très rarement le mouvement va aller d'un coup. Il va pouvoir bloquer. Et bien le scalper, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la même considération. Ici, au pire, le marché monte d'un coup. Il monte d'un coup, il prend sa perte ici qui est calibrée, et son modèle il est rentable. Sauf que 3 fois sur 4, le mouvement il ne va pas aller d'un coup. Et le scalper, lui, il a visualisé qu'il était rentré sur un mauvais point. Il dit, ah tiens, là je suis rentré sur un point, là on est dans le cas de figure où le truc il part. Ok, et maintenant, je vais travailler ma position. Maintenant, je vais faire en sorte d'essayer de la minimiser. Je sais que si je coupe ici, je prends ma perte maximum sur le trade. Quand j'ai compris que le mouvement est en train de partir, et les fois où il oscille, et qu'est-ce qu'il se dit? Et bien là, au lieu de perdre 10 points, je vais en perdre 5. Je vais essayer de minimiser ma perte par rapport à la maximum de pertes autorisées. Et là, quand vous avez un modèle qui est rentable au-dessus de 0 pour une perte qui était à 10 points, le modèle en est autant plus rentable si la perte est à 5 points. Il y a des cas de figure où le moins, il sera à moins 10, d'accord? Mais il y a des cas de figure, et c'est ça qui fait la différence de scalper, c'est quand, et c'est là où il y a un tout petit peu là de nez, et il faut connaître l'outil carnet d'ordre que je vais intégrer après, c'est là où une différence entre un très bon et un moyen scalper, c'est non pas le travail sur les gains, parce que ceux-ci sont faciles, mais son travail dans les paumes. Donc ici, je vous fais juste une petite comparaison entre le swing et le scalping, entre quelque chose qui est hyper intuitif, mais où la plupart des gens perdent, et quelque chose qui est pas intuitif, mais si vous bossez, les gens qui font ça sont très souvent les gens qui sont le plus rentables sur le long terme. Ici, il faut le savoir une chose, il existe, là je suis en train de parler de généralité. Dans les 5 ou 10% de swing traders, il y a des bons traders. Il y a des traders où la psychologie, ils ont l'expérience, et l'expérience fait qu'ils appréhendent bien leurs gains. Ils vont jusqu'au bout. Donc ici, il faut savoir que je fais une règle générale, mais qu'il existe un grand nombre de cas particuliers et de nombreuses personnes qui étaient ici lors de salons, qui eux, quand ils sont rentables sur le long terme, ça veut dire simplement qu'ils respectent bien leurs paramètres. Voilà, c'est juste ça. Ou c'est des personnes qui, leur facteur psychologique est beaucoup moins inclus dans leur trading. Mais très souvent, les débutants qui n'ont pas cette expérience, le psychologique entre énormément en considération, et pan, il se prend celle-ci, et vous allez voir, tout le temps, ils se font cramer les premiers comptes. Donc, le principe du scalping, ce que je vous ai expliqué, alors j'aurai pas le temps de développer un peu tout ce qu'il y a derrière, la théorie, les modèles un petit peu, parce qu'il y a des modèles théoriques, il y a cette logique qui est contre-intuitive, mais ici, juste pour essayer de vous schématiser, le principe du scalping, il faut que vous compreniez qu'on n'est pas dans de l'anticipation. On est ici dans la notion de réaction. La réaction par rapport à un mouvement qui se produit précédemment. Donc, on va partir sur un exemple, un marché de l'or. L'or est un point d'équilibre, un point qu'on détermine où la volatilité est faible. Rappelez-vous, je vous disais scalping, c'est quoi? C'est trader la volatilité. Donc quand je vous dirais point d'équilibre, c'est un point où la volatilité est stable, est faible. Un trader de scalping va attendre que cette volatilité s'accroisse, dans un sens ou dans l'autre. Il va attendre que l'or monte ou l'or baisse. Il s'en fiche et il n'est pas dans la prédiction de se disant est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va baisser. Il va juste vouloir qu'il bouge. Et quand il va bouger, un scalper, quand tout à l'heure je vous disais un arbitrage spéculatif, ça veut dire que le mouvement va bouger dans un certain sens, et parfois ces mouvements, ils bougent d'une manière normale, et il y a des fois où ils bougent d'une manière normale, plus un excès. C'est-à-dire que c'est comme un élastique qui se tend normalement, et d'un seul coup il s'est un petit peu trop détendu, et vous vous dites, il va revenir. C'est un petit peu la même chose. Vous avez le principe du scalping contrarien, quand un mouvement est en train de partir, quand il existe une zone ici où le ressort s'arrête, donc une zone que vous allez derrière, je vais vous montrer sur les carnets d'ordre, le mouvement, vous voyez qu'il visualisé, qu'il s'arrête, on va essayer de rentrer à l'inverse du mouvement précédent, contre-intuitif toujours, de manière à jouer une notion de force de rappel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous situez ici. Ici, point d'équilibre. Le swing trader, il se dit quoi? Quand le marché est en train de partir là, dans un sens ou dans un autre,
bam, je me mets dedans et je pense qu'il va y aller. La plupart du temps, le marché revient, il prend sa petite perte. Le swing, le scalper, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il n'a pas intervenu parce qu'il attend que le marché bouge amplement dans un sens ou dans un autre. Donc il n'est pas dans l'anticipation. La seule chose qu'il va devoir maintenant appréhender, c'est visualiser cette zone ici de l'essoufflement du mouvement, de manière à essayer de jouer cet essai de force de rappel. Là, ce que je suis en train de vous parler, ce schéma-là, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans de la physique, en physique. Il faut comprendre que les marchés, j'ai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails par rapport à ça, mais vous pouvez énormément faire une asymétrie par rapport à des mouvements browniens, par rapport à un processus stochastique qu'on appelle de Markov, qui est un cadre théorique qui est à la base physique et que vous pouvez d'un seul coup trouver exactement le corollaire sur les marchés boursiers. Peut-être que l'année prochaine, quand je reviendrai faire une conférence, je rentrerai un peu plus dans les détails là-dessus, mais là je suis un petit peu, on va dire, court en termes de temps. Donc ici, comprendre que le scalping, qui est au départ quelque chose qui est totalement contre-intuitif parce qu'on se met à l'inverse d'un mouvement précédent, si derrière on trouve qu'il y a un cadre théorique, donc notre grosse bourse, notre gros marché boursier, bah, que finalement c'est pas quelque chose qui est totalement sans raisonnement, sans sens, en tout cas totalement aléatoire, mais qu'il existe un cadre théorique. Si on se dit que dans notre logique d'intervention, est-ce que c'est logique en termes de probabilité? Un mouvement est en train de partir, de jouer sa force de rappel. Si on trouve que c'est absolument logique, et qu'en plus, par la nature, la structure des carnets d'ordre, parce que les carnets d'ordre que je vous ai montrés au début et que je vais vous remontrer, dedans il y a des chiffres. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Et si on vous explique que, de par ces chiffres, c'est absolument logique d'intervenir de manière contrarienne, et bien derrière, vous direz, c'est absolument logique. Donc, pour continuer cette petite comparaison swing, scalp, et faire une petite, on va dire, conclusion générale sur ces deux termes, on voit donc que même si l'équation mathématique du swing trading est quelque chose qui, au départ, est rentable, on voit que l'aspect psychologique de cette équation fait que, bah, pour les moins bons, et souvent les moins bons qui sont les débutants, et qui sont la plupart des gens, et bah, cette équation devient négative. Et cet aspect psychologique, qui est, on va dire, un aspect négatif pour le swing trader, se transforme et est un avantage pour le scalper en termes de contraintes. On se rend compte que c'est beaucoup plus facile de travailler cette contrainte dans la perte du scalper qui est un avantage, que le gain, le gros gain que va prendre le swing trader, eh bien, qui devient finalement quelque chose de négatif. Donc cette contrainte psychologique pour le swing qui fait que la contrainte et l'équation devient négative et le rendement à long terme, les chiffres le disent, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin, eh ben, est un avantage pour le scalping. La seule chose qu'il faut que vous mettiez en tête, et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, le début de la conférence, je l'ai déjà répété 4 fois, oui, c'est contre-intuitif, et oui, ça paraît pas logique. Mais pourtant, si vous allez derrière, et que si la conférence durerait 4 heures, à la fin vous diriez, oui, c'est totalement logique. Ici, donc, ici, je vous ai fait une petite introduction, le swing contre le scalp. Voilà, vous avez compris que moi je suis quelqu'un qui suis scalper, mais je ne suis pas là pour vendre le scalping, je ne gagne rien à vendre le scalping. C'est juste pour que vous, en tout cas, ouvrir les yeux sur le fait que la plupart des professionnels qui tradent font du scalping. Et donc c'est juste important de vous ouvrir les yeux sur cela qui existe. Très souvent, on m'a appris que c'est les anciennes générations qui doivent un petit peu inculquer aux jeunes générations. Et bien, si on peut rendre un peu l'appareil et montrer qu'il existe d'autres types de choses, non, peut-être que les anciennes générations n'auront pas la réactivité pour faire ce type de trading, mais au moins qu'elles sachent pour leur gouverne que cela existe et que cela est énormément utilisé par les jeunes pousses qui rentrent aujourd'hui sur les marchés du trading. Donc, le carnet d'ordre. Maintenant, un autre petit corollaire. Carnet d'ordre contre eux, pas contre eux. En tout cas, en opposition à l'outil graphique. À quoi sert notre fameux carnet d'ordre? Notre carnet d'ordre, il nous sert à voir l'état du marché en direct. Vous voyez, tout à l'heure, on va revoir une vidéo, sur le carnet d'ordre, à un moment donné, vous vous dites « Waouh, ça bouge dans tous les sens ». Alors ça, c'est la première réaction que vous allez vous faire. Ensuite, quand vous allez essayer de regarder un carnet d'ordre, parce que là, je vous en mets 7, mais si vous restez focalisé sur un seul carnet d'ordre, vous allez dire « Ça va vite ». Ça va aussi vite que sur le graphique.
Sauf qu'en regardant le carnet d'ordre, vous voyez beaucoup plus de choses. Et c'est parce que vous voyez beaucoup plus de choses que vous dites ça va vite. Mais non, c'est juste que vous avez plus d'informations. Et votre œil, eh ben, ce flux d'informations que vous avez et que vous n'aviez pas sur les graphiques en termes de réactivité, en termes de dynamique, fait que votre œil est un petit peu impressionné pour la première fois. Après, vous regardez une deuxième fois un carnet, un book, vous allez plus dire c'est rapide. Donc, il faut savoir qu'un carnet d'ordre, et ça c'est quelque chose à vraiment s'enlever des a priori qu'ont les gens essaient de les lire souvent en statique. Ils ouvrent un carnet d'ordre, ils disent oh là là, regarde, là il y a un gros carnet, il y a un gros ordre, je pense que ça va baisser parce qu'il est vendeur. Dans un carnet d'ordre, il faut savoir que les gens peuvent mettre des ordres et les enlever automatiquement derrière. Ça s'appelle du spoofing. Donc vous ne pouvez, et une personne qui vous dira je lis les carnets, regarde là il y a un gros ordre, ça n'est pas du tout quelqu'un qui sait lire le carnet. Un carnet ne se lit que d'une seule manière, c'est dans une dynamique de marché, et on reste sur l'effet un petit peu, la dynamique physique. Vous ne pouvez regarder les carnets d'ordre que dans une notion de mouvement contre mouvement, dynamique de marché, accélération et des arrêts. Et ça, vous le voyez au sein du carnet d'ordre, et ces notions de dynamique de marché, vous les voyez évidemment beaucoup moins sur les graphiques. Donc, en gros, alors là, c'est là où un petit peu le cas épineux, parce que la plupart des gens font du graphique, et donc évidemment on essaie un petit peu de balayer toutes ces, un petit peu dépoussiérer toutes ces idées. J'ai dit en gros, le carnet d'ordre vous permet d'avoir un petit temps d'avance par rapport au graphique. Pour vous dire, ici, ce qui apparaît sur le graphique, il se passe quelque chose sur le book, le carnet d'ordre, le graphique le retranscrit automatiquement. Pourquoi ne pas intervenir directement dans le carnet d'ordre, donc dans le pouls du marché, dans le corps humain, vraiment dans le corps du marché, que intervenir sur le graphique où le point haut du graphique, il est apparu sur le graphique parce qu'il s'est produit quelque chose au carnet d'ordre. Donc quand je dis qu'on a un temps de retard, évidemment un graphique n'a pas 5 secondes de retard, mais si vous partez sur une demi-seconde de retard ou même un quart de seconde de retard, pourquoi pas prendre ce temps d'avance en tradant grâce à l'outil carnet d'ordre? Donc, une chose qui est aussi importante à appréhender, il existe dans les carnets d'ordre ce qu'on appelle deux types de carnets. Deux types de carnets, c'est la nature intrinsèque du carnet. Une personne qui trade le CAC 40, sur son graphique, vous dites, ça fait 20 ans que vous tradez le CAC, et je vous demande, mais c'est quoi la nature du carnet de votre CAC? Et vous me dites, j'en sais rien. C'est très important de savoir comment est composé votre carnet, parce que c'est la composition intrinsèque du carnet d'ordre qui permet de déterminer la volatilité intrinsèque de votre marché. Et donc, quand vous connaissez la volatilité intrinsèque de votre marché, évidemment, vous arrivez à calibrer vos risques, et de votre risque, vous calibrez votre rendement que vous allez faire. Toujours ça, on part du rendement, on part du risque, on calibre tous les paramètres risques pour derrière, en travaillant dans ce paramètre, et en tout cas dans tout ce calibrage des risques, en sortir du rendement. Si vous ne connaissez pas la nature, la volatilité de votre carnet, mais vous ne connaissez pas la donnée première, la donnée essentielle, quelle est la vol de votre marché. Et donc vous faites une stratégie sans savoir la volatilité de votre marché. Donc il existe deux types, je schématise, deux types de carnets, ce qu'on appelle des carnets légers, qui sont comme le DAX ou le CAC 40, qui sont des carnets où dans chaque case de prix, vous allez voir entre 5 et 20 contrats par case de prix. Et donc c'est des marchés qui vont être volatiles, qui vont être plus volatiles que des carnets comme des carnets lourds, le S&P, le marché du Bund, le carnet de l'Eurostoxx, qui vont être des carnets lourds, qui vont être des carnets où il va y avoir beaucoup plus de liquidité sur chaque case de prix, et donc qui vont bouger beaucoup plus mollement. Et donc, c'est pour ça, il y a des gens qui disent « Oh là là, moi je préfère trader le CAC, ça bouge un peu moins que le Stoxx ». Bah, sans le faire exprès, il a fait un raisonnement, il a visualisé. Jamais il s'est posé la question « Bah tiens, pourquoi il bouge moins ?» Parce que son carnet, il est plus lourd, par exemple le carnet du Stoxx est plus lourd que le marché du CAC. Nous, quand vous ouvrez vos carnets d'ordre, tout de suite vous avez les différents carnets, vous savez classifier, tiens, carnet léger, carnet lourd, et en fonction donc, de la nature du carnet, vous allez y adapter une stratégie de scalping à l'intérieur en calibrant bien tous vos paramètres risques. Donc, je vais juste vous montrer, il me reste 10 minutes, on est bien, les différents carnets d'ordre pour vous expliquer bien les deux types de carnets, carnet lourd, carnet léger. Hein? La 2. C'est la chiffre économique. Putain, là, il est là pas là.
Tu vois la 40. Ok. Alors. Non, avant. Voilà, avant. Donc là. Ok. J'y suis presque. J'y suis. Ok, voilà, c'est bien. Merci. Donc là, carnet du Boon. Carnet du Boon, l'obligation allemande. Ici, quand vous ouvrez le carnet, comment est le Boon? Vous regardez la structure du carnet. Carnet lourd. Carnet lourd, qui dit que volatilité, elle sera plus faible qu'un carnet qui est léger. Très bien, je connais la nature intrinsèque de ce marché, donc je vais pouvoir y adapter une stratégie et bien calibrer tous mes paramètres qui vont arriver après, dans les paramètres de scalping, le plus, le moins, mais en tout cas, vous connaissez la nature de ce carnet d'or. Ici, vous avez l'euro-dollar. L'euro-dollar, alors l'euro-dollar, il a un petit peu changé depuis un an. C'est-à-dire que c'est un carnet où avant qui était très volatile, où il y avait sur chaque case de prix en termes de liquidité, il y avait environ entre 20 et 30 contrats, et maintenant c'est fait x10. Maintenant il y a entre 200 et 300 contrats par case. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous demandais de faire une petite comparaison entre carnet léger et carnet lourd. Je le placerai dans un carnet mi-léger, mi-lourd. C'est le seul. En tout cas c'est le seul petit contre-exemple. Carnet du Russell, indice américain. Quelle est la nature du carnet? Vous regardez sur chaque case de prix, il y a entre 5 et 20 contrats. Carnet léger, j'y adapte ma stratégie en fonction de la volatilité intrinsèque. Volatilité forte, fort risque, ça bouge beaucoup, faire attention et bien calibrer notre stratégie. Carnet du DAX, pareil, kiff bourricot, c'est à peu près la même nature de carnet d'or. Carnet de l'Eurostoxx, tiens, un carnet de l'Eurostoxx, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cases. Oui, carnet lourd. Et donc, comme le carnet lourd, il bouge moins vite, volatilité plus faible par rapport à un carnet léger, et donc vous y adaptez votre stratégie ou de scalping ou de swing. Et donc on peut continuer comme cela, vous avez le carnet de l'or qui est un carnet léger aussi, et le carnet du pétrole. Sur le slide. Donc, ce que je mettais, c'est que les carnets d'ordre vous permettent de voir la volatilité qui se passe au cours de la journée sur vos différents marchés. Ça permet de voir les amplitudes de mouvement, ça vous permet de voir les notions de dynamique de marché, d'accélération, de vitesse. Et c'est des phénomènes, et en tout cas c'est des mouvements qui sont obligatoires à bien visualiser de façon à trader de manière profitable. Donc, c'est, comme je le disais, primordial de connaître la nature intrinsèque de son carnet pour élaborer des stratégies. De plus, c'est par la volatilité que vous déterminez tout d'abord le risque de votre carnet, et c'est par cette volatilité que vous allez déterminer votre stop loss. Qu'est-ce que c'est le stop loss? C'est votre perte maximale autorisée, et perte maximale autorisée sur quelle échéance? On repart au début de la conférence, on fait du day trading. Donc un scalper, il se met des pertes potentielles, en tout cas une perte maximale, tous les jours. Et en fonction de la volatilité intrinsèque de votre carnet, vous y déterminez quelles sont les amplitudes de mouvement maximum au cours de la journée. Et donc, vous avez le cadre, la boîte dans laquelle vous allez travailler au cours de la journée. Et vous allez déterminer votre stop loss. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de tenir au cours de la journée en fonction de votre capital et surtout en fonction de votre stratégie. Et c'est par ce calibrage de vol, en tout cas, calibrage des risques, qu'à la fin, on en sort un gain potentiel. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas d'un gain. Après, on fait attention au risque. C'est on part des gains. Et juste pour revenir sur les compétitions de trading, il faut savoir que, comme je vous ai expliqué au début, il y a deux contraintes. Le rendement, le risque. Et dans un modèle qui va être très simple, soit vous allez maximiser le rendement, donc essayer de faire le maximum de rendement possible. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent vous dire « je fais 5, 10% par mois, 20% par mois ». Ou il y a, donc ce sont des personnes qui maximisent la contrainte de rendement. Et deuxièmement, dans un modèle, vous pouvez l'autre, qui est la contrainte de risque, la minimiser. Et pourquoi j'en reviens hier au modèle, au duel de trading? Parce que normalement, qu'est-ce que doit faire un trader au cours de ces sessions de trading tout au long de l'année? S'il est un peu raisonné, qu'il veut rester stable et en tout cas rester périn sur le long terme, il va minimiser la variable risque. Il va faire en sorte de prendre le moins de risque possible et à la fin, va en sortir un rendement croissant au cours du temps. Et c'est comme cela qu'il arrive à monter son capital et à être périn. Mais dans un duel de trading, vous ne pouvez pas être dans une notion je minimise les risques. Parce que vous êtes dans une autre optique. Il faut passer le tour. Et là, dans quoi on se met? Tac, on switch la contrainte. On n'est plus dans minimisation des risques. On passe maximisation du rendement.
C'est pour cela que je vous expliquais que c'est quelque chose qui est très bon en termes d'exhibition, mais comprenez bien, et c'est pour ça que tous les grands professionnels que sont M. Cusack, M. Hoffman, disaient bien, il y a des personnes qui faisaient exactement comme à la maison, et il y a des gens, donc ces personnes-là, il y en a qui n'ont pas beaucoup tradé, ou qui ont fait un seul trade. Elles ont décidé de ne pas changer leurs contraintes et de rester dans la minimisation du risque, tout à leur honneur. Mais après, dans les types de concours comme ça, il faut s'adapter. On est là pour faire de l'exhibition. Et donc on doit switcher et être dans la maximisation du rendement, et essayer à un moment donné de prendre du risque. C'est pour ça que les personnes disaient, faites attention, ça n'est pas ce qu'on fait à la maison. C'est pas dans le sens d'essayer de se dédouaner par rapport à un résultat potentiel qu'on fait. On est là, on peut perdre, on peut gagner. C'est vraiment dans cette notion de contrainte de rendement et de risque. Et donc derrière, il y a toute cette notion, est-ce qu'il a maximisé le rendement, est-ce qu'il a minimisé les risques? C'est ça qu'on voulait dire un petit peu dans, faites attention, c'est pas ce qu'on fait à la maison. Donc, le carnet d'ordre, je reviens, permet aussi de voir les volumes que vous traitez, donc ça vous pouvez le voir aussi en graphique, permet de voir les volumes, mais aussi ça vous permet de voir des résistances, les fameuses résistances, les fameux supports, les choses que tous les graphistes utilisent avec tellement d'amour. Eh ben, vous l'avez au graphique, mais vous l'avez au carnet d'ordre et vous pouvez le voir de manière instantanée. Vous pouvez le voir en termes de réactivité. Vous n'avez pas besoin de regarder dans le passé où est-ce qu'il y avait une résistance. Vous regardez en direct, tiens, où est-ce qu'il est en train de marcher, en tout cas de bouger le marché, et où est-ce qu'il y a cette résistance. Je vais vous montrer un exemple, c'est qu'un exemple, parce que il ne me reste que 5 minutes, donc je peux vous en montrer qu'un. Alors, je vais vous demander de vous focaliser sur le marché qui est totalement à gauche. Donc, le marché qui sera totalement à gauche, ça sera le marché du Bund. Donc, il y en a 7 des carnets d'ordre. Évidemment, je ne vais pas vous demander de regarder les 7. Restez focalisés sur un seul. Et là, on va essayer de voir quand un mouvement est en train de partir, toujours on se souvient, on attend qu'un mouvement parte en haut ou en bas, une notion de résistance. Qu'est-ce que ça voudra dire? Une notion de résistance, ça descend, ça bloque, ça rachète. Et bien on va essayer de voir, est-ce qu'on ne voit pas au carnet, tout de suite à l'instant T, cette notion de résistance. Nickel. C'est pas celle-là, c'est la NFP. On la cherche, hein. Restez là. Ordinateur. Shiba, c'est là. Ouais. Conférence. Salon du trading. Vidéo. Et NFP. Ok. Et tu la mets, elle part ou pas? Là, t'avances à une minute avant le film. 25. Ok. Pardon. Donc, là, par exemple, je vais vous montrer une session de trading. Une session, alors, on a fait exprès de prendre une session volatile. Une session volatile, il y a la publication d'un chiffre. La publication d'un chiffre dit que ça va bouger fortement. Donc fortement, c'est ce qu'on voulait parce qu'un scalper, il va scalper cette volatilité. Et donc comme les mouvements sont plus amples, on voit aussi beaucoup plus facilement ces notions de résistance ou de support. Je ne sais même plus si la résistance c'est en bas ou le support est en bas. Alors, ici vous allez regarder votre carnet du Bund. Ici, le marché va bouger dans un sens ou dans un autre. Je ne sais même plus s'il va bouger à la hausse. Quand ça va monter, vous allez essayer de voir quand est-ce que le marché va s'arrêter et essayer de noter une zone de balayage. Une zone où d'un seul coup ça s'arrête et vous voyez l'effet ressort. Ça, vous le voyez en direct à l'instant T et ça c'est une notion de résistance. Donc, focalisez-vous ici. Une minute. C'est à 1 minute. Donc, ici, nous voyons le carnet du Bund. Nous voyons la liquidité qui s'est totalement vidée parce que ici c'est normalement un carnet lourd. Donc normalement après, dans un marché normal, je vous avais dit dans la définition des carnets lourds qu'il y a environ 500 contrats par case. Ici, vous voyez qu'il n'y en a plus que 10, 15 ou 200. Et donc, à un moment donné, ici le marché va bouger dans un sens ou dans un autre. On attend qu'il y ait un excès de volatilité, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on se reste focalisé sur notre marché du Bund. Et on sait juste que le marché va bouger. D'un seul coup, le marché monte. La ligne jaune, c'est le plus haut. Il vient de toucher ici
pour rebondir là. Il reste ici quelques secondes. Le prix entouré en rouge signifie que le trader est rentré en position. Ici, il vient d'avoir un effet de hausse très rapide et une notion pendant quelques secondes où le marché a bloqué dans une zone pour après redescendre. Cela, on peut la remettre si tu veux. On peut la remettre en 30 secondes. Et donc, ça va signifier quoi? Ça signifie que vous voyez en direct sur les carnets d'ordre où est-ce qu'il y a une notion. Premièrement, vous voyez quoi? La dynamique de marché. Mais surtout nous, quand on va faire du scalping, ça nous permet de voir quelle est la zone parfaite d'intervention pour essayer de profiter de cet excès de volatilité. Ici, on va remettre en visuel, essayer, on va le mettre une fois, de suivre ici. Le marché, donc, vous le savez, il va monter. La ligne jaune sera le plus haut qui sera touché au moment du mouvement. Et je veux que vous, juste que vous essayiez, et ça sera ça, cette visualisation que je veux que vous ayez en sortant d'ici, visualiser qu'est-ce qu'est une résistance au carnet d'ordre. Voilà. Ok, donc on remet pas, voilà, ça part, ça part, ça part. Voilà, dernier, le mouvement il va partir, on est sur les bas de marché. Il arrive. Et je veux juste que vous visualisez assez rapidement, et ça sera notre dernier exemple. Tac, tac, tac. Ok, il part. Le marché vient de toucher ici. Il balaye une fois. Il reste là. Il revient. Le trader rentre en position. On voit en rouge, il a vendu le marché, à l'inverse du mouvement précédent. Pourquoi il vend? Il joue de manière contrarienne, de manière à tenter un retour. Il a déjà sorti sa position. Il a pris quoi ici? Il a pris 2 ticks. C'est pas énormément. Mais c'est ça le principe du scalping. Il s'en fiche que le marché monte ou descende, il attend que le marché monte pour essayer de jouer une correction. Pour cette dernière seconde et cette conclusion, je voulais simplement ici vous montrer une comparaison entre le swing trading et le scalping, vous montrer une comparaison entre l'outil graphique et l'outil carnet d'ordre, et j'étais simplement ici venu vous faire cette conférence pour que vous connaissiez ces différentes approches. Et je ne suis pas là du tout pour vous vendre le scalping parce que j'en fais, c'est juste vous dire, essayez de vous informer là-dessus, parce que quand on appréhende bien les contraintes psychologiques, c'est quelque chose qui est très rentable. Merci beaucoup. Voilà. On remercie très fortement l'équipe de Diamond Trading. De toute façon, vous pouvez les retrouver sur Internet. Vous avez aussi les vidéos, la possibilité de les télécharger gratuitement. Il y a une newsletter, je crois, il y a plein de choses. On a un blog. N'hésitez pas à vous connecter. Faites Google, faites Diamond Trading sur Google. Il y a un blog. Ou Marc-Antoine de Villiers sur Google. Bon, vous trouverez beaucoup de choses aussi sur lui, peut-être, mais il a un passé lourd. Mais comme trader, il est excellent et donc eh ben, ce sera intéressant de pouvoir revoir ces éléments. Merci à toute l'équipe de Diamond Trading. Voilà, merci. Alors, le débat sur les actions...